Quand on arrive à 65 balais, le nombre de copains qu'on traîne derrière son épaule, qu'on préférait lâcher la route. En tout cas, ça fait plus que ça fait peut-être pas ça. Après, c'est plus ou moins près. Le premier, c'est un gars avec qui j'avais partagé une piole durant nos années d'étudiants. On faisait des expériences. On passait de la pensée de l'un à la pensée de l'autre dans le noir. Il était beaucoup plus en avance que moi, surtout. C'est par lui que j'ai découvert Rimbaud, que j'ai découvert Bach. Simplement, moi, j'étais parti sur un rythme très lent. J'ai continué. Il s'est brûlé, ça a éclaté. C'est à propos de lui, principalement, que j'ai écrit ce texte qui s'appelle L'enterrement, qui m'a valu d'être viré des éditions de Minuit. Ce qui est venu après, c'était la période biographique juste ensuite. Un type qui avait fait un apprentissage de luthier chez un des meilleurs luthiers classiques d'Angers, qui était parti travailler avec un de mes copains, qui est mort lui aussi depuis, mais lui il s'est pas flingué, il est tombé. Et qui lui était un expérimentateur, un de ces expérimentateurs fous, brouillons, mais qui vont au bout. Et l'autre, celui qui avait lâché une voie pour prendre l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? On lâche pas comme ça une voie sûre pour partir sur les voies funambules. Un matin, c'est mon pote qui ça allait pas dans lui comme moi ces jours-ci, ça allait pas. Il a pris sa moto qui conduisait sans permis d'ailleurs à l'époque, il a fait le 15 bornes pour les retrouver où le type vivait en pleine cambrousse. Puis ben là, il l'a retrouvé un sac poubelle sur la figure, une petite bonbonne de camping-case, ça suffit. Et le récit, l'enterrement, même si ça parle de l'autre, c'est les conditions précises de l'enterrement de celui-ci qui sont racontés. J'ai eu d'autres trucs dans pour cette première usine où je travaillais. Le, le récit qui fait sortie d'une, c'est un type que je connaissais que de vue vaguement, mais il a décidé d'en finir comme ça. Moi, ça m'a aidé à riper, à tirer mes galoches. Et cette idée de partir qui me tient depuis lors, même cette année, ça continue de me tenir. Partir de travers, c'est ça. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien devant, on prend la transversale. Bon, après, je ne vais pas continuer à la suite. Et donc, c'est une phrase de Walter Benjamin que j'ai toujours eu dans ma tête, comme avec des enseignes au néon, même si depuis la toute première fois que je l'ai lu, la phrase c'est « Et si le suicide non plus n'en valait pas la peine ?» avec cet art de la double négation. Je crois que ça m'a aidé à traverser des tas de phases. Je sais pas, de toute façon, on sait pas l'endroit où c'est en soi-même. Je me souviens d'un gars qui pour moi était très proche aussi à la Villa Médicis, un des rares avec qui la relation s'est densifiée encore après la villa. Et puis il y a eu un jour la décision de l'impasse. Tout ça, je veux dire que la différence, c'est des morts, on entraîne tous après soi. Mais cela, c'est comme s'il y avait une question ouverte, comme s'il y avait une bouche à un prise dans un cri. Pourquoi j'aime autant la peinture d'Edvard Munch? Et ben, ils restent auprès de soi, on les embrasse. En gros, quand on continue avec eux et dans leur regard. Il y a des suicides où j'ai pas encore voulu entrer. Celui de Édouard Levé, par exemple, ou celui de Daniel Colobert. Il y a beaucoup de suicides dans la littérature. Pour Édouard Levé, pour Colobert, notre part de responsabilité, est-ce que c'est parce que on les a pas mis suffisamment tôt à leur plus haute mesure? Là où, depuis très longtemps, je tiens à Daniel Colobert, puis maintenant à Édouard Levé. Mais ça résorbe pas. Et donc ces zones-là, on peut pas y aller sans danger intérieur, parce que précisément c'est à l'endroit où soi-même, c'est quoi le travail d'écriture? C'est enlever les carapaces, hein. C'est tout enlever jusqu'à cette disponibilité extrêmement frêle, fragile. Et puis là, quelque chose tremble, ce qu'il y a dans Artaud, par exemple. Des fois, ça
Ça me gêne par exemple chez Michaud. Michaud est tellement solide, tellement dur avec lui que ce qui tremble, il assume comme décision que ça tremble. Oui, plus d'autre possible maintenant que de là, avec le corps, ça, cette langue, avec le corps puissant, le corps amenuisé, le corps détruit, le corps malade, le corps courant, le corps criant, le corps tremblant, le corps murmurant, le corps taisant, avec le corps malade tordu et la parole entrée dedans, avec le corps puissant courant et la parole crachée devant, avec le corps abattu, avec le corps pressé, avec le corps hurlant, avec le corps putain, avec le corps parlant, éructant, avec le corps marchant, avec le corps tu. Avec le corps merde, avec le corps sac, avec le corps vidange, avec le corps hurlant, avec le corps souffrant, avec le corps tordu, avec la panse pensant, avec la panse creusant, avec la panse creusant, brillant, déchirant, avec la panse trouant, avec la panse tournant, avec la panse bouchée, avec le corps brillant, avec le corps déchiré, avec le corps troué, avec le corps trou, avec le corps écrabouillé, avec le corps écrasé, avec le putain de corps de, avec le putain de corps merde, avec le putain de corps hurlant, brillant, avec le corps tu, avec le corps ça, avec le corps tu. Que là, avec le cœur, la parole bouche, plus possible autrement, que la parole bouche dans la corps vibrer, la parole bouche dans la panse vibrer, la parole bouche dans la sens vibrer, la parole bouche hurlant, tout langue là-dedans, tout là, elle là, parle langue, bouche noire, trou, parle langue, vague noire, oui, quand bruit. Fred Griot qui m'envoie message sur Facebook Messenger. Tout se passait sur Facebook. Il n'y a plus Eric. Bon, j'ai compris tout de suite. Sinon, on s'y prend pas comme ça. Fred Griot, c'est un gars que j'ai connu avant même qu'il parle à la poésie orale. En ce temps-là, il se préparait à publier. Et il y a eu ce mur devant. Pensez à un petit montagnard qui écrit de la poésie qui se prétend écrire sur l'écriture sans avoir fait normal sup et tout ça. On est dans une société qui chie sur la différence. Ça continue bien longtemps. Ça continue comme toujours. Fred est passé à l'oralité radicale, résolue. Finalement, c'est ce refus qui lui a donné sa chance, son abrupte, son élévation. Il continue l'alpinisme d'ailleurs. Il fait de l'alpinisme urbain, des descentes de façade du Grand Rex, l'autre jour à Paris sur les boulevards. Quand il a besoin de thunes, c'est pas sa poésie, c'est aller faire des élagages d'arbres en pleine ville dans des conditions totalement incroyables. C'est ça, Fred Griot. Des expériences d'écriture menées sur le Larzac dans une yourte en pleine neige. Et depuis 4-5 ans, peut-être plus, avec un gars qui s'appelle Seb Douillard, et puis justement Éric Grelot à la batterie. Ce trio de performances orales, c'était une espèce d'excavateur qui creuse dans la langue, dans le parle, P-A-R-L, comme dit Fred Griot. Alors, moi, Éric Grelot, je sais pas je le connaissais pas de façon privée, par exemple. Je connais pas ses enfants. Je suis pas allé chez lui. Il est pas venu chez moi. Le trouble, par exemple, le trouble, aujourd'hui, c'était quoi? C'était que, on l'a retrouvé 3 jours après Noël. Mais moi, le moment où ça s'est passé, la crise intérieure était incroyable. Par contre, rétrospectivement, c'est ça le truc. Comment j'aurais pu interpréter? Je pense qu'on n'était pas assez loin, ni Eric ni moi, pour malgré notre enracinement dans ce qu'on pénètre très lentement de ces très vieux savoirs de l'Ouest dont on est originaire. Aller assez loin pour cette reconnaissance. Il aurait peut-être fallu que j'appelle mon cousin Jean-Claude, par exemple. C'est peut-être que lui, il aurait dit j'ai pas fait. Par contre, je n'avais pas d'alerte sur Eric. On avait encore plaisanté 3 jours plus tôt. Plaisanter, comme on fait toujours, c'est quoi plaisanter? C'était pas plaisanter, c'était en septembre dernier,
un tout petit bout de vidéo d'impro avec cello électrique, c'est un violoncelle électrique, et lui, batterie. Et ce duo, batterie-violoncelle, bon, moi, tout ce qui est violoncelle, ça, je suis. C'est mon rapport essentiel à la musique qui passe par là depuis hyper longtemps. J'avais été surpris parce que en fait, il s'était donné, c'était un projet long, c'est-à-dire l'enregistrement. En fait, il répétait pour se préparer à un enregistrement qui aurait lieu 5 ou 6 mois plus tôt. Là, le disque est en post-prod, il doit sortir dans 2 ou 3 mois. Donc il y avait cette attente, et on plaisantait, bah ouais, on est dans l'attente, mon gars. Et c'est dans toute cette attente. Alors, ça encore, je vais revenir à Eric, mais c'est ce que c'est là, comment ça marche dans la tête, si c'est transversal, c'est transversal, c'est transversal. C'est pas le syndrome Édouard Levé, le syndrome Colobert, il y a ce qui se passe d'autre, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que même les gens qui devraient travailler énormément, je pense par exemple, Eric, je l'ai connu par Dominique Pifarelli. Dominique, il y a 2-3 ans, il y a eu une année, il jouait très peu. Nous, avec Pif, en général, on se connaît depuis 13 ans qu'on travaille ensemble, et c'est vachement important parce que un duo, violon, électronique, voix, texte, c'est quelque chose qui se forme, qui se décante, que quand on se retrouve, on repart pas de zéro, on repart sur ce qu'on a lentement construit de l'un à l'autre, souterrainement, de ventre à ventre, de voix à voix, même plus ça que j'allais dire de tête à tête. Choix d'entraîne encore plus radical pendant un an, et il a repris des concerts de violon seul pendant un peu 1 heure, et il les a joués 10-12 fois, et c'est le plus dur, c'est le plus casse-gueule. Et puis il en a fait un disque, et bon, maintenant il n'arrête pas de tourner, même s'il tourne beaucoup plus hors de France qu'en France. Enfin, la parenthèse, c'est que avec Pifarelli, depuis le temps qu'on marche, de 2006, disons, jusqu'à 2016, on faisait 5-10 lectures par an. Et c'était important, parce qu'à chaque fois, c'était se préparer à ce qu'on allait donner, enfin, ce qui allait se passer à travers nous dans ce truc. C'était construire le fait que si un truc était important, qu'est-ce qu'on aurait pour se rôder, plus que répéter, c'est-à-dire ces trucs qu'on fait avant la mise à l'épreuve la plus dure, etc. Mais depuis 2016, je crois qu'on en a fait 2 en 2017, on en a fait une en 2018, puis là on n'a rien de programmé en 2019. C'est une des raisons qui fait que je me suis mis à YouTube. À quel moment, pour être dans ce qui se passe sur la scène, dans ce qui est arraché de vous, dans ce qui passe sur l'avant, j'ai besoin de ce travail permanent dans la voix, le temps, le risque de ce qui ne peut pas être refait. Vous savez, ce sentiment, chaque fois que vous arrivez en fin
d'un concert, puisque même Pifarelli dit on joue. C'est bizarre pour quelqu'un qui est dans l'écriture de dire on joue. On a toujours l'impression qu'on a fait 10%, 15% de ce qui s'était passé dans les répètes, dans les ébauches. Bon, il faut que j'en revienne à mon Eric. Donc, en ce moment, il y a des arbres qui tombent, des arbres qu'on arrache, c'est-à-dire des artistes qui sont en pleine force, et puis il n'y a plus assez d'opportunités d'exercer pour que le travail continue d'évoluer, de se fabriquer. Et c'est cela qui casse. Hein. En écriture, j'ai des noms de ceux qui cassent comme ça. Je pense tellement à Emmanuel Darlé. Bon. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser en soi? Je pense que de mon côté, ce que je tire de mes proches, de toute façon, c'est une espèce de bastion non renversable, et que ce bastion étant là, de toute façon, ça continue. Et la phrase de Benjamin, et si le suicide non plus n'en valait pas la peine. Donc, je me sens à la fois protégé, et je me sens en même temps non pas comme un devoir, mais comme accepter que là où on est, devant ce qu'on affronte de vide, de trous, là devant mes yeux, je vois tous les bouquins de Samuel Beckett, et bien à cet endroit-là, il n'y aurait plus qu'un petit pschlorch, et puis ça s'en va. Et est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas si grave? Je pense qu'à un endroit, on est dans cette légèreté, ou grave, pas grave, c'est parti. Par contre, il y a l'ancrage qui fait que on traverse. Benjamin, et c'est le suicide non plus, n'en valait pas la peine. Alors Éric Grelot, il se trouve que je suis de l'Ouest, enfin en tout cas on a déménagé de Vendée dans un petit patelin du sud de la Vienne, Civray, sur les bords de la Charente, en 1964, j'étais en 6e. Grelot était plus jeune que moi, ce qui fait que je ne l'ai pas du tout fréquenté. Le hasard veut aussi que Dominique Pifarelli, lui, son père est réunionnais, sa mère était gardienne d'immeuble à Montreuil. Et la première fois où il est passé à la télé comme petit gamin de 6 ans qui jouait du violon, il a emmené son père. La mère ne pouvait pas quitter l'immeuble. Ils sont allés le voir dans la vitrine du marchand de télé du quartier. Ce qui fait que son père a vu son fils jouer du violon, mais il n'entendait pas le son. Monsieur Pifarelli père avait acheté, ou en tout cas avait mis l'œuvre de sa vie dans une toute petite bicoque de rien. C'est 2 petites pioles, et puis le grenier où Dominique maintenant a fait aménager son studio, dans un hameau au bout de différents chemins de terre, de petites routes à chaque fois je me perds pour le rejoindre. C'est des zones rurales maintenant totalement à l'abandon. On voit s'ils revivent par quoi. On a fait une vallée des singes, un peu plus loin, une vallée des serpents, parce qu'il y avait la concurrence. Bon, ce qui fait que Dominique, moi non plus, je ne l'ai jamais croisé étant jeune, mais lui, ce terroir du Civraisien, il y est une bonne partie de l'année. Bon, allez, on passe sur tout ça, ça n'a pas d'importance. Je pense que même il ne s'est pas rencontré avec Grelot là-dessus. Grelot a fait l'école de musique à Civray, comme mon frère Jacques a fait cette même école de musique. Et je crois que même si lui tient sa vie comme un stit, toutes ses expériences musicales, ce qui renouvelle en permanence, passant du hautbois au corps anglais, ou maintenant investissant tout ce qu'il apporte dans un basson de concert. Je pense que c'est cette même fibre qu'il y avait un type qui s'appelait Paul Decoq qui savait l'appliquer. Alors l'histoire, c'est que mon Éric Grelot, dans la famille, n'était pas musicienne, mais il y avait ce truc d'être batteur. Et ça, avec Grelot, on a toujours parlé de ces trucs-là. C'est-à-dire Charlie Watts, par exemple, des Rolling Stones. C'est ce type qui, à 3-4 ans, est dans les caves de Londres, enfermé avec ses parents pendant les bombardements. À l'âge de 8 ou 10 ans, il demande pour son Noël un banjo. Pour le père, il travaille livreur de colis à la British Railway, c'est pas évident. Bon, on se saigne pour offrir le banjo, puis 3 semaines après, le gamin il prendra une rouste parce qu'il a tout démonté le banjo, il a juste gardé la peau sur son truc. Et quand il dit ça, il dit « moi j'entendais les bombes ». Grelot, il y a un truc qui fait que... Qu'est-ce qui décide pour vous d'être batteur? Les batteurs, c'était bizarre, ils n'arrêtent pas, ils sont toujours à expérimenter des rythmes. J'en ai connu un à Bombay, Raj Kumar Nayagam, un gars qui jouait des tablas, on est devenus amis, et puis je pense que ce type, parce qu'il est tout le temps la bougeotte, était bien content d'avoir quelqu'un qui l'accompagne dans ces trucs. J'ai vu des trucs incroyables avec ce gars. Et
Donc le petit Grolot, il a 7 ou 8 ans, il est à l'école de musique de Civray, et habite un gars qui y habite toujours, c'est un batteur de jazz, Lolo Bellonzi. Bellonzi traverse les couloirs de l'école de musique. On ne sait pas ce qu'il foutait là, il n'enseignait pas. Bellonzi, ça apprend pas la batterie à des fils de paysans. Il rentre, il voit le gamin qui faisait un rythme. Il se plante devant, il lui dit « Je compte, tu le fais 8 minutes ». Et Grolot, sous l'œil de Bellonzi, il savait que c'était Bellonzi, a dû apprendre à tenir son truc. Et Bellonzi lui a dit « Tu comprends mon gars, être batteur c'est pas « être batteur c'est « et tenir ». Et tenir. Et Grolot, dans sa relation avec Bellonzi, à un moment donné, à 18 ans, on vient à Paris, et justement, tout était possible. Ça s'appelait le jazz, ça s'est vite plus du tout appelé le jazz, c'est une musique improvisée, mais à qui on se frotte à des auteurs, soit des performeurs. Il y a un disque là, il y a 2 ans, que j'arrête pas de réécouter, le maigre feu de la nonne en hiver. C'est avec 2 types qui étaient c'est des gens qui croisaient à Montreuil, un saxophoniste et puis un bassiste. Et donc il y a ce trio, ça fait 3, oui c'est ça. Sax, basse, batterie, et ils reprennent des vieux airs, ces airs Allô maman bobo d'Alain Souchon, et puis on le décortique, on le renverse, on le triture, et tout ça, et la batterie elle est là, et la batterie elle est là. Je crois que pour moi il n'y a pas un disque aussi haut d'Éric Grolot que ce maigre feu de la nonne en hiver. Mais évidemment, la partie disque, c'est juste une espèce de bout émergé de ces types qui sont tout le temps en expérience, tout le temps sur la route, tout le temps ouverts. Et je vous dis, en particulier, pour ce qui est du travail, avec en particulier les auteurs, la littérature. Alors avec Eric, je me souviens que dans cette première période où on travaillait avec Dominique Pifarelli, j'avais fait un texte qui s'appelait Peur, que je continue de reprendre, relire, remalaxer. Et autour de ce texte, il y avait des espèces de prises de parole un petit peu monologuées. Avec Dominique, on avait voulu tenter ce truc-là. Alors, un autre formidable qui s'appelle François Corneloup. Et quand on lit dans la colonne sonore du sax baryton de Corneloup, c'est comme si si on écrit sur une page, la page est là matériellement. Si on écrit à l'écran, la machine, le clavier, le temps, tout ça s'écrit matériellement. Si je parle, si j'insère de la parole dans la colonne vibrante d'air de François Corneloup, c'est la même chose. Il faut aussi Thierry Ballas, manipulateur de son. Et avec Grolot, ils ont fait des trucs. Alors, par exemple, ça aussi, par exemple, Pifarelli, ça le choquait un petit peu. Mais en même temps, il faut bien vivre aussi. Mais je pense qu'ils ne faisaient pas ça pour vivre. Je pense que Eric et Thierry Ballas avaient voulu reprendre ce qu'était leur adolescence, ce qu'ils avaient amené à la musique électronique. C'était Pink Floyd. Qu'est-ce que c'est la littérature si c'est pas tout le temps relire aussi. Et dans cette période, moi, j'écrivais Led Zeppelin, un livre que j'ai appelé Rock and Roll, un portrait de Led Zeppelin. Pour déployer mes faits d'anciens combattants, mais c'était j'étais après le livre sur les Rolling Stones. Je comprenais bien que Charlie Watts était au centre de tout ça, mais c'est l'endroit le moins documenté. Je sais pas trop comment m'y prendre. J'étais à Kyoto, c'était janvier 2000. Je m'en souviendrai toujours, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. En fait, quand j'étais arrivé à Roissy, ça fait 3 mois que j'avais le billet d'avion et mon passeport, et simplement le passeport c'était marqué novembre. Donc moi je partais en janvier, ça allait bien. Simplement c'était novembre 2013 et je partais en janvier 2014. Donc j'arrive à Roissy sans passeport, je vous dis pas. Bon, je raconte ça de façon ailleurs et on s'en fout. Mais là, dans un cimetière à Kyoto,
un vieux gong du XVIIe siècle, sur une énorme planche de bois très épaisse. Mais à l'endroit où les marteaux, dedans, il y avait une espèce de creusement ovale. Et le son de ce truc, bon. Et les gens qui viennent visiter leurs morts, quand ils entrent dans le cimetière, viennent au gong et donnent ce simple coup comme ça. Et là, je me dis, la batterie, c'est ça. C'est tellement simple, c'est tellement élémentaire. Et rien de plus facile, par exemple, que de prendre une photo et être photographe. Waouh, comble de la discipline. Et je me suis dit, batteur, c'est John Bonham. John Bonham mort à 26 ans. Vous savez, et là encore, lui, qu'est-ce qui s'est démoli un petit peu, même volontairement, avec colle, la cam, pas savoir gérer le fric. Et en tout cas, Bonham est mort. Et sur sa tombe, lui qui n'aimait pas les cymbales, sur la tombe, il y avait 2 cymbales. Il y a des zigotos qu'on piqué les cymbales sur la tombe. Bon, moi, je travaillais là-dessus. Et là, avec Eric, il y a eu un truc. Moi, je faire un texte sur Eric Grolot. Non, c'était pas tant. Mais là, il me disait des trucs. Il me disait, Belanzi me disait, quand tu veux que la batterie, ça gagne en puissance, fais comme si tu lâchais une goutte d'eau sur la peau. Ah, elle ne part. Grolot me disait que Belanzi lui disait que pour comprendre ce qu'était un coup sur un tambour, une phrase de Rimbaud, ça, coup sur le tambour, départ pour l'affection et le bruit neuf. Il disait, il faut qu'on ait la sensation de frapper des 2 côtés de la peau à la fois. Bah, à ce moment-là, tu as l'échappatoire qui compte autant que le premier truc. Il y avait d'autres axiomes comme ça, d'Eric. Dans mon livre sur Led Zeppelin, il y a tout un passage qui est marqué aphorisme de John Bonham. Tout ce passage, c'est Eric Grolot et ça nous faisait bien rire. Alors on avait un projet. Justement, Civray, pour nous, cette petite ville qui maintenant est en déshérence, mais qui était une ville complète à la fois, avec son lycée, toute cette espèce de sa foire, son économie, et puis sa possibilité de s'inventer des parcours. Eh bien, nos rendez-vous, c'est là où on écoutait du jazz. Tous les ans, il y avait aussi les compagnies. J'ai même entendu, vous savez, les ondes Martenot. Je me souviens d'un concert d'ondes Martenot à la salle des fêtes de Civray. Puis les tréteaux barrés, quelque chose comme ça s'appelait. Enfin, tous les ans, des pièces de théâtre, et puis des concerts qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à retrouver ces trucs-là. Puis nous, on était les branleurs du lycée, on s'asseyait au fond, on faisait du bruit et tout ça. Mais en même temps, ça a été notre seul bagage, notre bagage pour la vie, mais on ne savait pas que ce serait ça. Et donc cette salle des fêtes, elle a été refaite. Mais Eric, ça faisait 3 ans, et moi je le tannais encore il y a quelques mois. Je me disais, alors Eric, où tu en es? C'était lui, ce qu'il voulait, c'était un album, en gros, justement, non pas d'hommage, s'il n'était pas comme ça, mais c'est comme s'il voulait faire rendre hommage à tous les gens de qui il avait reçu. Et j'avais la chance d'en être. C'est-à-dire qu'on aurait été une dizaine, et puis chacun, on aurait eu une combinaison, un duo, un événement, une histoire, et l'album aurait été fait de ces trucs-là. Bon, c'est pas facile à produire, et alors, ouais, moi j'ai fait le pas, et peut-être que et le suicide non plus. Et si le suicide non plus n'en valait pas la peine, peut-être que justement ça fait partie des remparts, se dire on s'en fout, on fait nos trucs tout seul, les télés veulent pas de nos projets, tout c'est mal. C'est bon, je m'achète ma caméra, je m'installe sur YouTube et on y va. Et ça, en ce moment, cette espèce de saut, comme il est dur à gagner. Alors je dis pas que Eric, ça ait compté dans ça, j'en sais rien, et c'est pas ce soir que je peux le savoir. Je pense qu'on va beaucoup discuter avec Pifarelli, avec Fred Griot, avec d'autres, dans les Claude Barthélémy et tout ça, dans les temps à venir. Peu importe. En tout cas, il y avait ce truc qui, moi, me tenait. C'est-à-dire, c'est vrai que ce bled que j'ai quitté en première, en 1969, quelle année 1969? Juste après 68, évidemment, cette espèce de grand chamboulement, mais Let It Bleed, The White Album, The Cream, Chicago Transit Authority, évidemment Omaguma de Pink Floyd, etc. etc. Dans cet énorme chamboulement, se dire je reviendrai à Civray et on aura une soirée qui sera tout entière autour d'Eric Grolot. Et avec cette question, cette interrogation du rythme, de sa batterie. C'est un gars qui pulsait dur.
dire où ça nous emmènera, ce truc-là. Donc, ça fait 3 ans que je vis en disant, j'ai rendez-vous avec mon adolescence. Je vais rouvrir mon adolescence parce que je suis Eric, la main posée dans son dos au milieu, et qu'il me ramène à l'endroit dont je suis parti. Bon, là j'ai appris aujourd'hui que Eric, dans nos coins de campagne, on rate pas les suicides. C'est pas des tentatives de on prend ceinture. Donc j'ai ça. Vous voyez, c'est pas hommage à Eric Grolot, ça viendra, je pense. J'espère qu'on va être quelques-uns avec Fred Griot, Pifarelli, etc. On lui doit cet hommage. Ce sera peut-être pas à la salle des fêtes de Civray. Ce sera peut-être dans un coin de Montreuil, un truc comme ça. Banlieue bleue, pourquoi pas. Mais on le fera. Mais ce qui brasse, c'est de savoir que à l'intérieur de soi, se dire oui, j'ai toujours eu ce petit point là ouvert. Ça fait longtemps que je tiens, parce que justement dans les passes les plus dures, on sait que ce truc est ouvert. Et que finalement, ce serait pas le plus difficile, mais qu'il y a des bonheurs. Par exemple, autant le soir où Eric, j'étais mal et j'ai pas su interpréter ce qui se passait. Mais de toute façon, je ne serais pas porté sur Eric parce que on avait tous les 15 jours un petit échange de rien, mais c'était un copain, quoi. L'alerte n'était pas là. Je connaissais tous ces projets, tous ces trucs à venir, même s'il y a certaines d'autres choses que je connaissais pas. C'est juste que tout d'un coup, on se retrouve un petit peu plus seul à porter ce petit point ouvert, même si j'y ai pas de risque, même si je dis aujourd'hui, par exemple, là, en tant que grand-père, pas honte à le dire, j'ai eu une journée extrêmement intense d'apprentissage, de communication. Donc ça va, je suis pas dans le champ, j'en ai trop rien à foutre, ça va tout droit. Mais se rendre compte que cette espèce de petit œil ouvert à l'intérieur, ce petit point de fusion malléable qui bouge, toutes les ombres sont là ensemble, ceux qu'on a connus d'extrêmement près, comme je parlais de Daniel Colobert, ceux qu'on ne connaît que par les mots qu'ils ont laissés en arrivant jusqu'à ce point, ou ceux dont on ne sait rien. Il s'est passé quoi dans la dernière soirée d'Emmanuel Darlé, alors que combien de fois dans ces moments d'hôtel, de trucs bizarres, de choses où on ne sait plus pourquoi on les fait, et puis il faut bien continuer, il faut bien tenir. Et, le glissement serait si simple. Eric a décidé ça. On l'a retrouvé quelques jours plus tard. Ce soir, je suis plus lourd. Je suis plus riche aussi parce que les amis Pifarelli et Fred Griot sont plus proches. On peut le dire tout simplement comme ça. Et je crois que je suis plus près de moi-même. Pourquoi ? Parce que est-ce que c'est juste un super musicien et que on n'en croise pas beaucoup sur sa route? Non, c'est cette histoire de ce que la batterie travaille en vous, travaille sur vous, de cette question du rythme comme elle est essentielle dans le champ de l'écriture et comme elle est l'expérience ultime
de l'écriture, de la discussion ces jours-ci sur le style. Tiens, bah voilà, Eric il a donné la réponse. C'est pas le style qui compte, c'est le rythme. Mais il y avait ce truc d'être d'un pays et que dans ces savoirs un peu irrationnels de nos pays, il y a besoin de ces échelles de partage plus denses, plus proches, et que voilà, tout d'un coup, il y a comme un pan noir qui reste à l'endroit même de la possibilité d'adolescence. Je sais pas où ça m'emmène. En tout cas, il y avait besoin de le dire. Le soir, où on apprend qu'Eric Grolot, batteur, A. Et on fait pas la fin de la phrase. Ces trois types bourrés l'autre soir sous le pont. Eux aussi, je sais que dans la fange, une utopie de violence sale qui avait partir et vite, encore une chance que ça ait marché. La façon dont on se cache dans la vie de tous les jours pour ne rien voir, j'ai peur. Peur des bureaux quand tu entres, tu attends, on te regarde pas et le matin, l'odeur des produits de rasage sur la peau des hommes et les femmes, ces parfums bon marché, les gestes qu'on fait chaque jour et ceux qui regardent de côté quand ils parlent et celui qui avait dit aux inquiets de partir. Et ces gens qui portent sur leur figure, mais c'est toujours eux qui gagnent. Peur d'eux, les journaux, l'actualité convoquée pour leur théâtre du même, le plus grave aura toujours passé demain, où l'homme ça va chier qu'on le raconte. Où hier ce chien dans la maison en face qui aboie du matin au soir et personne, enfermé dans la maison, le chien, peur de quoi? Lui aussi, gens trop calme, manqué de quoi? Gens d'autorité, raté quoi? Et peur de ceux qui se croient obligés de sourire comme s'il vous fallait les caresser, ils attendent quoi? J'ai peur de la nuit, dans les petites villes maussades, une voiture de temps en temps qui passe, et personne jamais qui vous parle.